Dans ce livre, j'explique pourquoi nous allons vers une crise financière très grave, probablement plus grave que la précédente, et vers une crise politique très profonde. Et les deux choses sont d'ailleurs liées. Sur le plan politique, les dirigeants nous disent en permanence qu'il faut dénoncer les populismes, faire barrage au populisme, et dans le même temps, ils nous disent qu'ils ne changeront pas de cap politique, qu'ils maintiendront la même politique. Dans ce livre, moi je ne dénonce pas les populismes, je dénonce précisément ceux qui tiennent ce genre de discours, parce que ce sont des discours irresponsables. Lorsque s'exprime la colère populaire, comme on le voit ces dernières années, eh bien il me paraît tout de même que c'est la moindre des choses d'écouter ce que disent les peuples et d'adapter, de corriger sa politique. La politique qui est conduite depuis 30 ans par des dirigeants de droite ou de gauche, d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est une politique qui nous conduit vers le tout libéral, c'est-à-dire la déréglementation dans tous les domaines. On a vu dans le domaine financier ce que cela a donné. Et maintenant, on envisage, on le fait d'ailleurs de manière insidieuse depuis quelques années, de poursuivre cet effort de déréglementation dans tous les domaines, dans le domaine social. Les Français sont très attachés au modèle social, et à juste titre, ils en sont fiers. Et par ailleurs, on poursuit une politique, et là aussi de manière insidieuse, vers le fédéralisme européen, alors que 3 Français sur 4 disent qu'ils ne veulent pas davantage d'intégration politique. Par conséquent, la moindre des choses, là aussi, ce serait de tenir compte des réactions des peuples, et puis, si on veut poursuivre dans la même direction, au moins de consulter les gens, de procéder par référendum. Mais je crois donc que sur le plan politique, poursuivre de cette manière, c'est aller tout droit à la catastrophe. Et sur le plan financier, eh bien, on constate que depuis 3 ans, depuis que j'avais fait ce livre pour expliquer comment les dirigeants occidentaux en réalité écoutaient les lobbies financiers et ne faisaient pas les réformes, ils ne les faisaient qu'à la marge. Depuis cette époque, la situation financière internationale s'est terriblement détériorée. Les banques centrales créent de la monnaie comme jamais dans l'histoire, jamais dans le passé, notamment la Banque centrale européenne, depuis 2 ans, en achetant massivement de la dette publique, en contradiction d'ailleurs avec tous les traités. Cette politique a pour effet de créer une abondance de liquidités qui vont s'investir dans les actifs financiers, dans la spéculation, puisque l'économie réelle, en réalité, progresse très peu. En zone euro, depuis 10 ans, la croissance est en moyenne à 0, même si cela reflète des inégalités très importantes. Mais il y a un autre facteur qui me paraît très important, dans cette détérioration de la situation financière internationale, c'est le fait que la finance qui est peu réglementée ou pas réglementée, ce qu'on appelle la finance de l'ombre, le shadow banking, représente aujourd'hui près de 40% de la finance mondiale. C'est absolument considérable. Et c'est une menace également très importante. Par ailleurs, l'innovation financière continue à se développer. Et alors, en toile de fond de ces facteurs inquiétants, nous avons d'une part une croissance mondiale qui ralentit depuis 10 ans, c'est le FMI qui le dit, pour des raisons structurelles assez diverses, mais notamment le fait que la révolution numérique ne produit pas les effets escomptés, ce qu'on appelle le taux de productivité ralenti. Et puis par ailleurs, nous avons une croissance de la dette mondiale qui est considérable, aussi bien de la dette publique que de la dette privée. La dette publique a augmenté de moitié depuis 15 ans. Et la dette privée est très importante, qu'il s'agisse de la dette des ménages, qui s'explique en partie par le fait que le pouvoir d'achat progresse très peu, et puis la dette des entreprises aux États-Unis. Elle a doublé depuis la dernière crise aux États-Unis. Donc ce sont des évolutions très inquiétantes parce que le jour où les investisseurs prendront conscience de cet endettement considérable, historique, avec une croissance qui ralentit, eh bien on voit bien que c'est quelque chose qui peut très mal se terminer. Et alors en zone euro, nous sommes en face d'une bulle financière énorme qui s'explique par la politique que je viens d'évoquer de la Banque centrale européenne.
Mais je crois qu'il faut regarder les problèmes au fond pour la zone euro. Faire un peu le bilan de ce qui se passe depuis 15 ans. La croissance, depuis 10 ans, tourne autour de zéro, je l'ai dit, mais nous avons en fait institutionnalisé les politiques d'austérité, notamment avec des textes qui ont été validés, acceptés par les gouvernements européens depuis 3, 4, 5 ans, et qui permettent une intrusion permanente des experts européens, des technocrates européens, dans la politique budgétaire des États. Ce qui pose tout de même un problème de la démocratie, à la vie démocratique, parce que les citoyens se rendent bien compte que leurs dirigeants, en fait, ne sont pas, dans bien des cas, à l'origine des décisions qu'ils annoncent. Même s'ils essayent de nous faire croire le contraire. Donc ça pose un problème de crédibilité des hommes politiques et puis surtout de généralisation de l'austérité, y compris dans des pays qui vont très bien, qui sont excédentaires, comme l'Allemagne par exemple. On nous a privés d'une partie de notre politique budgétaire, on nous a privés de la politique monétaire complètement, notamment en instaurant un système sinistre. On a remplacé des politiques de dévaluation qui agissaient sur les imports et les exports par une politique qui agit sur les coûts salariaux, c'est-à-dire sur les charges sociales et les salaires. Il n'y a pas le choix. À défaut de flexibilité monétaire, eh bien, on est obligé de pratiquer cette politique au niveau des coûts salariaux. Et alors cet ensemble, naturellement, crée des tensions très fortes. Et sur le plan politique, eh bien, on assiste à une multiplication des divisions entre les États, qui s'explique parfaitement depuis quelques années. Donc, les promesses n'ont pas été tenues, prospérité, croissance, union politique renforcée, c'est l'inverse qui se produit. Alors, face à ce tableau qui n'est pas très gai, qui est un petit peu sinistre, que faudrait-il faire ? Moi, je pense que le cœur du redressement, le cœur de l'action de redressement, c'est de restaurer la primauté du politique. Primauté du politique sur la finance internationale, c'est ce qu'on appelle la gouvernance internationale, qui n'existe plus aujourd'hui. Il suffit de lire les communiqués du G20 pour le comprendre. Et par ailleurs, primauté du politique sur les experts de Bruxelles, qui ne sont pas élus. Et ça s'appelle la souveraineté nationale. Donc, j'explique dans mon livre, je présente des pistes pour montrer comment on peut aller dans cette direction, instaurer rétablir de la flexibilité dans le système monétaire européen. Ça me paraît absolument indispensable, sinon nous risquons d'aller vers une catastrophe, vers un véritable effondrement. Et d'ailleurs, je suis frappé de voir que dans la campagne présidentielle actuelle, en fait, les choses continuent comme avant, c'est-à-dire qu'on aborde très peu ces problèmes. On ne parle que très peu, pas du tout, du problème de ce déséquilibre entre la finance et l'économie. On parle très peu des problèmes de la zone euro. Et on ne parle pas du problème qui est peut-être le plus important et que j'aborde dans mon livre sous l'angle financier, c'est le problème du climat. C'est-à-dire que nous avons en Europe aujourd'hui un système qui est destiné à réguler la moitié des émissions de dioxyde de carbone. C'est ce qu'on appelle le marché des quotas de carbone qui existe depuis 10 ans. Ce marché ne sert à rien. C'est-à-dire que le prix de la tonne de carbone aujourd'hui sur ce marché est à 6 €. Pour qu'il soit efficace, il faudrait qu'il soit à 30. Par conséquent, c'est extrêmement grave. Si nous ne prenons pas les mesures immédiatement, eh bien après il sera trop tard. Le climat, c'est le seul domaine dans lequel l'évolution est irréversible. Donc vous voyez bien, 3 problèmes qui devraient être au cœur de cette campagne présidentielle, qui sont au cœur de la préoccupation des citoyens. Moi je le vois bien en allant débattre dans toutes sortes d'occasions, mais dont nos dirigeants politiques ne tiennent pas compte.